En matière d'infection nosocomiale, vous savez qu'on a depuis maintenant longtemps beaucoup avancé dans les méthodes de prévention. Et c'est vrai que, d'une façon générale, on a beaucoup axé nos actions sur l'hygiène des mains et donc sur la prévention de ce qu'on appelle dans notre jargon la transmission manuportée d'un malade à un autre. Il y a tout un autre pan de la lutte contre les infections nosocomiales qui est la transmission de micro-organismes à travers des dispositifs médicaux. Les sondes d'échographie ne se stérilisent pas. Et deuxièmement, évidemment, c'est des sondes d'échographie, on ne les jette pas après l'utilisation. Donc on est dans cette catégorie dite intermédiaire, avec donc une désinfection qui est requise pour éradiquer les germes. Les mesures préventives pour éviter que la bactérie qui est présente sur la sonde, elle passe au malade d'après, c'est deux types de mesures. C'est d'abord une barrière physique, qui est en fait une protection, qu'elle s'appelle gaine ou préservatif, peu importe, c'est une protection physique qu'on met sur la sonde. Et ensuite, quand on retire cette protection, il est recommandé d'y adjoindre une désinfection efficace. Cette désinfection efficace, elle vise évidemment à éradiquer les germes présents sur les sondes, que ce soit des bactéries ou que ce soit des virus. Mais il faut aussi que cette désinfection soit faisable. Ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que un professionnel de santé qui fait 50 échos dans un cabinet privé ou public, même à l'hôpital, peu importe, doit avoir une méthode de désinfection faisable. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que sinon, il le fait ou il le fait pas, ou il le fait moins. Et le problème, ça a été indiqué, mais le problème de la désinfection chimique, c'est... Il y a plusieurs problèmes qui ont été soulevés, mais le temps est un vrai problème. Bien sûr. C'est-à-dire 45 minutes d'immobilisation d'une sonde, voilà, c'est pas facile. Et on sait qu'à part dans certaines structures, on sait que c'est pas fait systématiquement. Voilà, et moi je ne peux pas entendre, ça en tant qu'hygiéniste, je ne peux pas entendre le mot désinfection en fin de programme. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas fait entre chaque patient et qu'à la fin, on fait quand même pour donner bonne conscience. Voilà. 2 à 10% des protections sur les sondes en conditions réelles, lors d'un acte d'échographie, se perforent. Se perforent parce qu'il y a une fragilité de la gaine ou du préservatif, mais aussi parce qu'on réalise justement ces biopsies et parfois il y a une perforation de la gaine. La deuxième chose importante de ces études, c'est que les perforations microscopiques, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à l'œil nu, sont bien supérieures aux perforations macroscopiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par une simple inspection de la gaine ou du préservatif, on ne peut pas détecter ces perforations. Ça c'est particulièrement important. Donc l'œil évidemment ne suffit pas à les voir. Et on peut imaginer que lors de ces perforations, il y a un passage de micro-organismes. Donc j'ai dit entre 2 à 10%. C'est pourquoi l'ensemble des recommandations internationales, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, etc., recommandent la protection physique, la gaine ou le préservatif, associée à une désinfection efficace. La lingette, il faut être clair, ça va donner une désinfection de bas niveau. C'est-à-dire, ça va être bactéricide. Ça n'agira pas sur les virus avec un temps de contact qui est de l'ordre de la seconde. Ça, il faut être très clair. Deuxièmement, il y a un problème de conditionnement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des boîtes de 50, 100 lingettes. Une fois que vous avez ouvert la boîte, au bout d'un moment, la lingette humide, certes, mais elle pourrait être humide avec de l'eau claire, ça serait pareil, parce que la qualité active du produit s'est évaporée. On retrouve des bactéries pathogènes sur les sondes après retrait de la gaine ou du préservatif dans 3,5% des cas. Le chiffre exact c'est 3,4, mais peu importe, pour retenir 3,5% des cas. Globalement, dans cette étude, on voit qu'on retrouve soit des bactéries, soit des virus dans à peu près 5% des cas en conditions réelles. Sur 104 contaminations, quel est le pourcentage de transmission? On ne le sait pas au jour d'aujourd'hui. Mais enfin, l'expérience montre que c'est possible, et je crois qu'il faut garder en tête la notion très importante qu'un acte médical doit être en parfaite innocuité pour les malades, et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une sonde contaminée par des bactéries ou des virus, mais d'autres intervenants donneront leur avis, avant de passer aux malades d'après. En écoutant ce qui vient d'être dit, je me mettais à la place d'une jeune femme qui va passer une échographie
Et l'échographie, quand on vient passer une échographie parce qu'on est enceinte, c'est pas parce qu'on est malade. C'est parce qu'on attend au contraire un événement plus qu'heureux. Et qu'on lui dise, voilà, il y a 5% de chances que la sonde avec laquelle on va vous faire cette échographie, endovaginale bien entendu, soit contaminée par un virus ou une bactérie pathogène. Je ne suis pas sûr que ça soit bien vécu si une telle information était publiée aujourd'hui au sein du grand public en tant que telle. Nous, association, notre position, évidemment, c'est de dire la priorité, c'est la sécurité du soin. Est-ce que ça a un sens de considérer que le soin est de qualité si l'ensemble des mesures en matière de sécurité ne sont pas mises en œuvre? Évidemment que non. Et voilà un espace qu'il faut rapidement investiguer parce que aujourd'hui, on a certainement des hommes et des femmes contaminés sur du sériel ou sur de l'individuel, mais qu'on ne s'est pas raccroché à l'acte. Et notre job, me semble-t-il, tous autant qu'on est professionnels de santé et responsables d'associations et de santé publique, c'est d'être certain qu'il y a bien un risque de façon à ne pas mettre des moyens inutiles là où il n'y en a pas. Mais une fois qu'on a considéré que le risque existait et que les moyens pour le prévenir existent, il faut les mettre en œuvre. Le CIS, c'est le collectif interassociatif sur la santé qui représente l'ensemble des associations de santé les plus importantes depuis la loi Kouchner. Les associations, certaines en tout cas, sont agréées par le ministère de la Santé et certaines reçoivent un agrément national, d'autres un agrément régional. Donc les plus grosses associations agréées, la Ligue contre le cancer, le Lien, l'AFM, l'Association des paralysés de France, j'en passe et beaucoup, donc il y en a 25. Ainsi que le Lien, donc les deux ont saisi la ministre sur cette affaire de désinfection de sondes en janvier-février dernier. Aujourd'hui, on s'aperçoit que peut-être qu'il y a un sur-risque qu'on n'avait pas tout à fait bien évalué. En tout cas, quand vous me parlez de 5% de sondes contaminées, nonobstant les techniques que l'on connaît aujourd'hui de désinfection, ça interpelle. Donc voilà notre position aujourd'hui. Nous attendons avec beaucoup d'impatience les résultats de l'AFSAPS qui doit tomber dans les jours, si ce n'est les semaines qui viennent, puisque face à la saisine que nous avons faite au ministère de la Santé, la ministre a décidé de saisir l'AFSAPS et le CTIN, et le comité technique donc va donner une recommandation suite aux travaux d'évaluation des technologies, puisqu'il y en a certainement plusieurs. Ce qu'a souhaité la ministre, c'est que finalement, que les recommandations qui sortent ne soient pas en retard par rapport à l'innovation. Et évidemment, il n'y a rien de pire qu'une réglementation qui sortirait et qui ne tienne pas compte d'innovations qui viendraient, elles, de sortir. Et de temps en temps, il est nécessaire de remettre le travail sur la table et de recommencer ce qui a été fait.